peut faire la Ouais, c'est la même équipe. D'accord. C'est la même équipe, c'est ça. Oui. Donc j'ai soulevé plusieurs petits points. Le premier, tu l'as intitulé ainsi, mettre ensemble tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. Donc vous avez une fédération FENAGRI, et c'est une fédération de travailleurs de l'alimentaire et de la nutrition. Le deuxième point, le diptyque, consommateur-entreprise. Il n'y a pas d'entreprise sans consommateur. S'il n'y a pas de consommateur, et consommateur bien informé, pas n'importe quel consommateur. Donc le fameux client. Mais là, il faudrait parler plutôt de consommateur. Donc, parce que le client, ça peut être un client d'autre chose. Et puis, la différence entre deux notions, la surconsommation et la sous-consommation. J'ai l'impression que les deux, même s'ils sont antagonistes, attirent le pays ou l'État toujours vers le bas. Je pense la sous-consommation parce que les gens sont mal foutus par dénutrition, etc. Donc capacité de travail réduite. La surconsommation, maladie de surcharge, mortalité, donc input pratiquement très réduit. L'autre point, tu as insisté sur l'informel et la contrebande. L'informel et la contrebande, si certaines personnes ont besoin de ce secteur, enfin pas de ce secteur, disons de ce moyen pour survivre, il n'empêche pas que ce domaine entrave un tout petit peu l'économie nationale. Tu as soulevé le côté information. Mais ce matin, nous avons parlé de l'information erronée ou la désinformation. Il est très très difficile d'éliminer, de radier une désinformation que de donner une information correcte. Là. Un point qui m'a fait beaucoup chaud au cœur, c'est donner de la confiance à l'expertise marocaine. Mais encore faut-il donner à ces experts les moyens de travailler. Et leur demander des obligations de résultat. L'autre aspect que tu as soulevé, c'est la démarche qualité pour laquelle on est ensemble. Le concept d'analyse de risque et l'esprit d'équipe. Dans ton dernier slide, j'ai relevé le mot Parlement. Donc cette boîte qui fabrique les lois. C'est une boîte qui fabrique les lois. Mais il faudrait que cette fabrication soit de qualité, à l'écoute de la population, et surtout quand une loi est promulguée, veiller à son application. Il y a tellement de lois que nous avons, tellement de lois que nous avons faites il y a je ne sais pas combien d'années, et la plupart, ou certaines, pour ne pas être méchant, dorment dans les tiroirs. Si quelqu'un vient de l'étranger et vous dit, par exemple, ouvrez-moi la boîte noire de vos parlements et l'ensemble des lois que vous avez, il va être surpris de voir qu'on est mieux nantis que les Finlandais. D'accord ? Et j'ai soulevé avec force l'engagement de la FENAGRI pour lutter contre les maladies non transmissibles. Donc, les principaux points que j'ai pu un tout petit peu relever pour ma part. Merci, professeur. Donc, en ce qui me concerne, je suis comme vous, nous avons écouté
un grand expert marocain dont on est fier, c'est la Yeshi. Donc, avec son analyse cartésienne, une démarche extrêmement intéressante. Moi, je ne vais rien ajouter à part ce qui a été dit par le professeur Satara. Donc, il a parlé des obligations des résultats, de la nocivité des aliments dans le secteur informel, démarche qualité et surtout donc, de l'analyse des risques. Je vais peut-être m'arrêter sur l'analyse des risques et principalement sur la vache folle. Personnellement, j'ai vécu cette expérience de la vache folle en 99 parce qu'on cherchait les cervelles de bœuf, de mouton, etc. pour aller faire l'analyse de l'anapathe à l'IAV Hassan 2. Il a fallu absolument l'examen, l'anatomie pathologique demande 15 jours pour qu'on puisse avoir le résultat. Donc le consommateur ne peut pas attendre 15 jours. Et il y avait un test qui s'est développé en 99, c'était en Suisse, qui s'appelle le Prionix. Donc j'ai fait le tour, je suis parti en Italie, aux États-Unis, en Suisse, etc., pour qu'on développe rapidement ce test rapide, etc., pour avoir le résultat dans les meilleurs délais. C'était plus un problème de sécurité qu'autre chose. Donc, en étant dans un laboratoire en France, exactement à Paris, et le hasard a fait ce que cette année, il y avait 3 pathologies. Chez la volaille, c'était la dioxine, fromage, la listériose, et la vache folle chez la vache folle. Donc, après avoir effectué le stage, etc., en allant à midi au restaurant, c'est juste à titre, je vous le raconte à titre anecdotique. En fait, il y avait le mouton, il y avait le bœuf, il y avait le fromage, il y avait le bœuf, fromage, puis quoi, le fromage, bœuf et la volaille. Voilà, exactement, volaille. Et le monsieur, le cuisinier, avait demandé qu'est-ce que je voulais manger, ça ou ça. Non, j'ai dit non, j'ai peur de la vache folle. Je voulais rigoler un petit peu parce que c'était après un stress de stage, etc. J'ai peur de la vache folle, j'ai peur de la listériose et j'ai peur de la dioxine. Il m'a regardé d'un air inquiet, me demandant de quoi, monsieur, voulez-vous mourir? Et il m'a dit en ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 99, on ne vous dit pas bon appétit, on dit bonne chance. Le risque de rencontrer quelque chose est très important. Donc c'est pour cela que je vais revenir sur un autre point, sur ce qui a été par le professeur Yeshi, c'est concernant les aliments nocifs. Le problème, moi je crois, au niveau de l'analyse des risques, il faut éduquer aussi bien le consommateur que l'investisseur, que le fournisseur, que le producteur, tout ce que vous voulez. Personnellement, en tant que vétérinaire et les agronomes aussi, on a des expériences. Par exemple, l'éleveur, il va la première fois chez le vétérinaire pour demander une ordonnance pour acheter des médicaments. La deuxième fois, il fait l'autotraitement, il fait le traitement tout seul. Il n'ira jamais voir le vétérinaire. Et la même chose pour l'agronome. J'ai fait personnellement beaucoup d'expériences sur la banane, sur le pastex, etc. Et on les trouve bourrés de produits, de résidus, etc. Rien qu'au laboratoire, on a fait une expérience une fois, c'était je crois en 2004-2005, une expérience sur le bréchet de volaille. Donc le bréchet de volaille, jouait le rôle d'antibiotique. On avait fait un antibiogramme. Au lieu de mettre des pastilles d'antibiotiques, on a mis des petits morceaux de bréchet. Il y avait des zones d'élimination et d'inhibition plutôt de germes. Donc, peut-être les aliments sont bourrés d'antibiotiques, etc. Moi, je crois que c'est plutôt il faut travailler sur ça que sur autre chose. C'est vrai, c'est bien de parler de l'approvisionnement, de supplémentation des aliments, etc. Pour la population, mais il y a aussi ce grand problème qui reste toujours, et peut-être ça va faire l'objet du débat lors de la table ronde. Et je vous remercie encore, professeur. Donc, la parole est à la salle. On commence par le genre. C'est par rapport au task force. En tant que pharmacienne, je ne suis pas très informée là-dessus. Et vous avez dit que c'était un ensemble d'intervenants pour discuter de maladies non transmissibles. Est-ce que vous avez introduit dans cet ensemble d'intervenants les médecins, les pharmaciens, parce que je crois qu'on n'est pas vraiment là-dedans, dans cet ensemble.
Tantawi Araqi, donc professeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, à la retraite actuellement. D'abord, je félicite les deux intervenants pour leurs exposés qui étaient vraiment brillants. Et j'aurais une ou deux petites questions, peut-être des commentaires. La première question concerne la fameuse loi 2807 dont a parlé Si Cherif. Je crois que ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'elle a été promulguée. Où en est-on maintenant? Est-ce que vraiment elle est maintenant appliquée dans toutes les unités industrielles agroalimentaires, ou bien est-ce qu'il y a encore des unités qui ne sont pas, disons, à jour? Le deuxième point serait plutôt un commentaire concernant tout ce secteur informel dont a longuement parlé Si Cherif. Nous savons que malheureusement ça existe dans tous les domaines, même même les gargotes où on peut vous vendre des sandwichs, parfois à la viande d'âne ou à la viande de chien, et j'en passe. On nous dit souvent, et d'ailleurs c'est l'IHC on a parlé, on dit souvent qu'il y a un côté social qui empêche un petit peu le gouvernement d'agir. Là je crois que, je m'excuse, mais c'est de la part d'un gouvernement, c'est un langage hypocrite. Parce qu'il faut être franc, il faut avoir la volonté politique nécessaire pour combattre ce genre de problème. Et ça doit se combattre et on doit le faire parce que c'est de l'intérêt général de tout le monde, y compris l'industrie elle-même qui en pâtit justement de ces problèmes-là. Une autre question, enfin une autre remarque peut-être, M. L'Iyachi nous a parlé justement de l'absence totale ou quasi totale d'universitaires ou de chercheurs sur des sujets très importants tels que la sardine ou le jus d'orange par exemple, des choses comme ça. Je crois que Si Satara a plus ou moins réagi en disant que malheureusement on ne peut pas toujours reprocher aux universitaires d'être absents du moment qu'on ne leur donne pas les moyens. Et je vous rappelle que c'est vraiment triste à dire, mais dans certaines facultés que je connais actuellement, un chercheur dispose d'environ 1000 dirhams par an pour sa recherche. Alors imaginez ce qu'on peut faire avec 1000 dirhams. C'est vraiment ridicule de dire ça, mais c'est la vérité. Et donc on ne peut pas toujours lancer la pierre aux chercheurs. Je ne veux pas défendre les chercheurs. Certains d'entre eux tiennent à continuer les travaux de recherche qu'ils ont commencé aux États-Unis ou au Japon, j'en passe, mais il faut dire aussi que le manque de moyens est là. Pour une dernière remarque, si vous permettez, Amri nous a parlé il y a un instant de ce bréchet de poulet bourré d'antibiotiques. Et je pense qu'on peut déjà commencer à avoir une lueur d'espoir. Si je peux vous rappeler les derniers travaux effectués par professeur Adnan Armel à Fès, qui a mis au point des produits à base d'huile essentielle pour remplacer les antibiotiques et les anticoccidiens dans l'élevage de volailles. Et ça a très bien marché, ça marche très bien. Et c'est une lueur d'espoir. Je pense qu'il a encore besoin d'encouragement et d'aide pour pouvoir développer ces produits. Mais il a déjà commencé à utiliser ces produits dans les élevages marocains. Voilà. Il y a d'autres questions? Howard. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer la Société marocaine de nutrition d'avoir organisé ce congrès et particulièrement cette session avec la présence des industriels de la FENAGRI. Je remercie donc les représentants de la FENAGRI d'être venus à ce congrès pour échanger avec les spécialistes, avec les chercheurs, avec les médecins, avec les pharmaciens, sur une problématique de santé publique, puisque la malnutrition ou la nutrition en elle-même est en cause de toutes ces pathologies chroniques qu'on discute à chaque fois qu'il y a des rencontres. Je tiens également à saluer la FENAGRI pour
pour ce souci de la santé, je dirais, du citoyen marocain. Et je vois les approches scientifiques de lutte contre les MNT par les entreprises, cette task force qui a été créée. Sincèrement, je salue tout ça. Et on doit applaudir la FENAGRI carrément pour ce souci pour la santé du citoyen. Maintenant, il y a un plan d'action. Malheureusement, je vois que ce plan d'action, il est à l'étape initiale. J'espère qu'il sera entamé et que des résultats, comme on dit toujours, qu'il y ait des résultats dans votre plan d'action. Alors maintenant, comme vous savez, les pathologies chroniques émergent et ils deviennent flamboyants partout dans le monde et particulièrement également chez nous. Vous savez donc les résultats du ministère de la Santé qui viennent de sortir, qui sont vraiment effrayants. Et je dirais, quel est le degré d'implication de l'industrie agroalimentaire dans l'émergence de ces pathologies? Quel est votre plan d'action futur? C'est très bien de produire des aliments sans citer les marques, des boissons sucrées, des margarines qui sont bourrées d'acides gras trans. Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai, dans la malnutrition, il y a celui qui bouffe, et qu'est-ce qu'on bouffe? Donc là, quel est votre point de vue dans l'éducation, par exemple, un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans ou un adolescent, quelle est sa relation avec cette boisson sucrée? Qu'est-ce que l'industrie pharmaceutique pourrait faire pour éduquer les citoyens, pour éduquer les enfants? Ce n'est pas une question de dire nous on produit, c'est à vous, c'est au consommateur de savoir réagir avec cette boisson, mais c'est également votre rôle. Et l'incidence de l'obésité chez les enfants marocains, ça devient catastrophique. Pourquoi? C'est à cause de cette malbouffe. Et là, justement, tout le monde est responsable. C'est très bien, c'est les responsables de santé, c'est le ministère, mais celui qui produit un produit alimentaire donc est également responsable pour voir comment un enfant, un citoyen interagit. Donc j'ai donné l'exemple des boissons sucrées, je peux donner l'exemple de plein d'autres choses. Je suis d'accord avec ce qui a été fait. Heureusement que ça ne s'est pas passé pour la taxation des produits sucrés. Ça n'aurait pas été une solution. Mais là, nous sommes toujours devant le problème. Qu'est-ce que l'industriel également marocain? Vous dites que le chercheur doit intervenir. Quelqu'un a dit que les chercheurs n'ont pas de moyens. Que la FENAGRI ou l'industrie marocaine, qu'est-ce qu'elle fait pour la recherche scientifique? Ça aussi, c'est très important. Nous avons beaucoup de jeunes dans la salle qui ont besoin de bourses pour travailler dans la recherche scientifique. Et là, c'est un plan d'action que nous souhaitons. Parce que, comme vous avez dit, le problème, chacun a sa part de responsabilité, mais nous souhaitons également que l'industrie pharmaceutique prenne la place prépondérante, je dirais. Et je poserai une question, une dernière, si vous permettez, j'ai un peu pris la parole. Quel est, à votre avis, à ce jour J, le degré d'implication de l'industrie pharmaceutique dans cette catastrophe des maladies chroniques que nous observons aujourd'hui? Et merci. Je crois qu'on va se contenter pour l'instant et laisser la place au professeur Najib de répondre, et on ouvre une deuxième liste par la suite. Merci Sissa Taraou, merci aussi à tous les intervenants. C'est exactement le but, je pense, le but du jeu, si on peut dire, c'est pas de donner une conférence, mais c'est de discuter à niveau égaux, comme on a dit, dans une construction de la confiance
dans l'échange aussi de nos différentes connaissances. Alors, la task force, le concept, le mot task force, si on peut dire, si on doit traduire, c'est groupe de travail, si on peut dire. Alors, groupe de travail, tel qu'il a été vu et créé par la FENAGRI, c'est d'abord une task force qui regroupe les gens impliqués de la FENAGRI. Ce n'est pas une task force qui est publique. C'est une task force interne qui a pris en charge le problème d'elle, justement pour répondre en partie les questions de certains autres collègues, c'est justement pour développer un plan d'action et un plan de travail pour participer à ce grand effort du pays à diminuer les différentes pathologies dont vous parlez. D'accord ? Donc, dans toutes les institutions, il vous faut quand même un cadre de travail. Et c'est ce cadre de travail qui a été créé pour justement avoir ce qu'on peut appeler une commission ad hoc pour pouvoir résoudre le problème qui va aider les entreprises à travailler ensemble. Parce qu'au sein des entreprises, évidemment, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble, il faut qu'ils fassent du travail ensemble, en commun. Pour l'instant, non. Je dis bien pour l'instant. Parce que les blouses blanches, comment on va les introduire, les intégrer. Donc je vais passer... Oui. Et oui, ça peut être les gilets jaunes. Ça peut être même les gilets jaunes si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai compris. On a compris. Meradinjo. Là, on a compris. Donc, la fameuse loi 2807, est-ce qu'elle est appliquée ou pas? Je vais laisser notre éminent collègue docteur Abdelghani Azzi qui va répondre à ça. Vu du côté des entreprises, tout le secteur formel, il est en phase avec la loi 2807. Pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas l'autorisation, l'agrément, etc. Vous ne pouvez pas exporter, vous ne pouvez pas importer, etc. Donc le truc est simple. Par contre, que représente la loi 2807 pour l'ensemble de la production alimentaire marocaine? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que si Abdelghani en parlera mieux que moi probablement, l'ONSA n'a pas toutes les attributions pour contrôler toutes les productions alimentaires du pays. Ça, c'est un débat qui est là, donc peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Faut-il combattre l'informel et comment le combattre? Les entreprises, avec l'habitude, ils utilisent un autre langage. L'informel, il faut le récupérer. Il ne faut pas l'éliminer, parce que c'est quelque chose qui existe. Donc, le récupérer, ça veut dire justement essayer avec justement les autres partenaires de la réglementation, etc. Parce que vous savez, quand on commence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens dans des bureaux qui réfléchissent tout seuls et qui pondent des lois qui vont rester dans les tiroirs, des lois pour lesquelles les principaux acteurs n'ont pas été consultés, etc. Et donc, ça fait des choses où vous ne pouvez pas récupérer justement l'informel. Parce que dans l'informel, dans certains secteurs, on est, comme on a dit, 80% et quelques. Si vous récupérez 20 ou 30%, ben on est très content. On serait très content de temps en temps récupérer ceci, récupérer cela, etc. etc. On parlait tout à l'heure de taxation. Vous savez, dans les pays où il n'y a pas d'informel du tout, généralement, les niveaux de surcharge fiscale sont faibles. Parce que qu'est-ce qui fait l'informel? L'informel, il fait deux choses. La charge, disons, d'imposition fiscale et tout ça, et les réglementations. Dans ces deux cas, quand les choses sont claires, que les gens, pour le producteur alimentaire, ça ne coûte pas plus cher
d'être dans le formel que dans l'informel, ben, il va choisir le formel parce qu'il est quand même protégé par un certain nombre de ceci, de cela. Donc il y a des choses à faire, il y a une réflexion à mener, il y a beaucoup de gens qui... Mais c'est chacun dans son petit coin. Encore une fois, c'est l'approche d'écosystème qui doit se développer d'une manière générale pour qu'on puisse trouver des solutions communes à tout le monde. La même chose pour... Tout à l'heure, je parlais de l'absence des universitaires. Je ne lance pas la pierre aux universitaires. Je constate que les crédits donnés, alloués à la recherche, aux universitaires, au déplacement des universitaires, à l'organisation de leurs manifestations, etc., est proche de zéro. Mais si je dis non, les universitaires ne font pas leur boulot, non. Moi, je sais que des universitaires font très bien leur boulot. J'ai beaucoup d'amis parmi les universitaires, les chercheurs, etc. Je sais qu'ils font beaucoup de choses, qu'ils pourraient faire évidemment beaucoup plus. Et c'est ce qu'on voudrait. On voudrait même qu'ils soient des modèles. Tout à l'heure, je parlais, oui. J'ai vu dans les organisations internationales des gens des petits pays qui sont capables de fournir des choses très intéressantes. Mais il faut qu'il y ait, encore une fois, un système d'écosystème qui dise pour arriver à tel et tel objectif, tel et tel résultat, voilà ce qu'il faut aligner. Il faut des études ceci, il faut des ceci, de cela. Alors, on passe d'abord à l'implication des industriels et des entreprises dans tout ça, dans ce plan d'action. Eh bien, ici, on vous l'a dit, nous, on l'a écrit. On a dans des documents officiels qu'on s'engage dans tout ça. Ça veut dire quoi? On s'engage dans le financement de toute possibilité dans les recherches avec les universitaires, etc., etc. Dans toutes ces actions-là, dans toutes ces choses-là. À condition, évidemment, que ce soit toujours une démarche holistique, une démarche d'écosystème. Parce que ce qu'on a vu, et ça on doit quand même vous le dire, on a vu des actions isolées qui ne donnent pas, au bout d'un certain temps, qui ne donnent pas de résultats, justement. Telle entreprise a pris tel universitaire. Elle a fait un petit bout de travail avec lui. Qui est-ce qu'il est? Bon, mauvais, on n'en sait rien. D'abord, vous n'avez pas l'évaluation des pairs. Dans l'université, vous n'avez pas d'évaluation de pairs. Votre travail ne vaut pratiquement rien. D'accord? Donc, le travail holistique, le travail d'écosystème, c'est celui-là. On a un domaine X, etc. Eh bien, on va s'entendre avec des institutions. Par exemple, la SMN, c'est une institution. La FENAGRI, c'est une institution. L'université X, c'est une institution. Le ministère Y, c'est une institution. On s'entend entre nous, Kamlin, et on se met autour de la table et on met notre plan d'action. D'accord? Et ça, on a le plan d'action pour répondre aux SMIC. On a le plan d'action. Mais شكون اللي غادي يبدا شكون اللي غادي يقول on est prêt justement complètement et officiellement. D'accord? Alors, bon, je pense qu'on a répondu au maximum. Je pense que c'est bon. Merci, c'est Najib. Je crois pour des raisons de timing, on va arrêter cette discussion ici, quitte à la reprendre au niveau des panels, et on passe et on passe le flow au deuxième modérateur, enfin au modérateur prochain. En fait, c'était une séance très importante parce que c'est là où maintenant les agro-industriels s'expriment et nous montrent notre avenir du Maroc. Le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas celui que je connais il y a 15 ans dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine de la complicité de tous les acteurs, les ministères, les universités et tout. C'est vrai, vous avez dit que les universitaires ne sont pas là, mais qui c'est qui veut les accepter? Qui c'est qui va... Vous avez dit le budget alloué. Imaginez, ici dans la salle, il y a ces Saïl, il y a ces Derwish, il y a ces Abou Salah, et moi-même, nous travaillons tous sur le domaine des maladies non transmissibles, et avec l'ASMN.
Et nous travaillons, et pour vous dire, nous avons cherché le budget nous-mêmes, de l'étranger. On n'a pas attendu notre gouvernement. Et quand les résultats ont été édités, restitués et tout, c'était nos partenaires qui étaient avec nous dans le groupe, les Tunisiens, qui ont pratiqué et qui se sont appuyés sur les évidences scientifiques pour lutter contre les maladies non transmissibles dans un pays à double charge de malnutrition en transition comme le Maroc. Et c'était moi le coordinateur pour vous dire. Et voilà l'universitaire, parce que pour des affaires personnelles, heureusement que le Maroc change maintenant. Parce que pour des non-complicités personnelles, des non, comment on appelle ça, l'incompatibilité, il y a des gens qui rejettent des choses. Et maintenant, tout a changé. Aujourd'hui, moi, je dirais que la naissance d'une nouvelle ère, c'est aujourd'hui. Les industriels, les universitaires, les scientifiques, mais encore faut-il que ces universitaires ne soient pas barricadés. Il ne faudrait pas, parce que même les médias, quand vous allez leur dire pourquoi vous laissez des charlatans parler, passer des messages, ils disent « Et c'est vous qui laissez la chaise vide ». Voilà. Donc c'est un discours assez important. On va reprendre tout à l'heure dans une table ronde. Et j'aimerais bien qu'on discute et même il faudrait rediscuter un peu la réforme institutionnelle de tout ce qui est santé, agriculture, agro-industrie, etc. C'est des choses dont nous avons besoin, nous les universitaires, pour appuyer nos stratégies. Et je crois qu'on va passer à la deuxième maintenant, à la session prochaine. C'est la réglementation. Et comme Dr Irfouri, qui doit modérer, n'est pas là, donc il s'est excusé, il a quelque chose de très fort familial avec une collègue avec eux, à la direction de la population. Donc moi, je vais essayer d'encadrer le sujet avec ce professeur Staïr, Saïd, et avec Dr Azi de l'ONSA. On va parler un peu réglementation maintenant. Ça fait la suite de ce qui a été dit. D'accord ?